Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai eu la chance de trouver d'occasion sur le stand de Gilbert Jeune à la Popcon, où je me suis rendu donc il y a maintenant une dizaine de jours. Et je suis bien content d'être tombé dessus, parce que peut-être que comme vous, vous avez eu une expérience, comment dirais-je, un peu particulière avec ce film. Moi personnellement je l'ai vu au cinéma 2 fois, une première fois en 3D, une deuxième fois en normal. Les 2 fois et surtout la première, j'ai failli me demander si le film passait sur l'écran parce que c'était tellement sombre que je ne voyais rien du tout. Qu'un film puisse être fait en 3D alors qu'il est éclairé à la bougie, moi je trouve ça simplement ignoble. Je pense que ce film est totalement raté parce que il est tout simplement impossible de le voir correctement, impossible de voir les détails, et c'est dommage parce que le film n'est pas si mal que ça. Il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de design revisité de l'univers Star Wars classique, on va dire, à commencer par le Faucon, mais également des vaisseaux de l'Empire, donc des TIE Fighters, des Scoutwalkers, des AT-ST, et moi j'avais vraiment hâte de voir ce film-là. Mais il y a plusieurs choses qui se sont passées qui, à mon avis, ont clairement scellé le destin de ce film. Déjà, le fait que les réalisateurs de départ aient été limogés et remplacés donc par Ron Howard, donc un réalisateur qu'on a connu plutôt comme acteur dans sa jeunesse, notamment dans Happy Days, et ensuite qui a réalisé quand même pas mal de films, hein. Mais de toute façon le souci n'était pas là, c'était vraiment la lumière, le fait que le film est vraiment fait de briques et de broc, et qu'au final ces imbéciles de Disney ont décidé, enfin responsables de Lucasfilm Disney on va dire, ont décidé non pas d'attendre un an après l'épisode 8, qui aura aussi refroidi pas mal de gens, sans mauvais jeu de mots, qui ont décidé de ne pas attendre le mois de décembre suivant pour sortir le film, et se sont rappelés tout d'un coup que il y avait donc la fête de la Force, la fête de Star Wars, le 4 mai de chaque année, et le mois de mai étant le mois anniversaire, on va dire, de la sortie des premiers films Star Wars. C'était la tradition de sortir les films en mai, mais c'était vraiment une très mauvaise idée, parce que 5 mois après l'épisode 8, de toute façon, les gens s'attendaient pas à voir un film. Beaucoup de ceux qui avaient vu l'épisode 8, de toute façon, n'avaient pas vraiment envie de voir un autre Star Wars avant longtemps, histoire de digérer un petit peu ce qui s'était passé dedans. Donc bref, un ensemble de mauvaises décisions, un éclairage ignoble, font que ce film, qui est pourtant riche, vraiment très très riche visuellement, est imbitable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Même si par rapport à l'épisode 7 et 8, ça reste quand même bien meilleur. Mais pour l'instant, des derniers films Star Wars, moi je retiens surtout Rogue One. Quoi qu'il en soit, donc je suis tombé sur ce livre, et je me suis dit, tiens, même si c'est en français, on va voir ce que ça donne, parce que j'aimerais bien en savoir plus sur les costumes, en savoir plus sur les engins, et même si là-dedans, donc ça parle essentiellement de l'univers comme si on s'y trouvait, donc écrit par Pablo Hidalgo, ce guide visuel porte bien son nom, et donc a forcément énormément d'images et de photos qui cette fois-ci ne sont pas éclairées à la bougie. Donc c'est un bouquin sorti par Hachette. Hachette quoi? Hachette Heroes, voilà. Inclut les plans du Faucon Millennium, bon. Et le titre en jette, sincèrement, franchement, il est tout doré, il brille de partout, et il était vendu 22,50 €, voilà, merci Monsieur Focus, et moi je l'ai acheté donc à Gilbert Jeune, au stand de la Popcon, à 14 €, donc voilà, et franchement, je suis pas déçu, parce qu'il y a très exactement tout ce qu'il me faut pour compléter mes maquettes Revell, du Land Speeder, des speeders impériaux et tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc, de toute façon, ils disent qu'il y a une préface du scénariste John Kasdan, qui est certainement le fils de Lawrence.
Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est vraiment, pour une fois, vraiment les images, comme par exemple le swoop. Ça m'intéresse énormément. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit immédiatement ce que ça donne. Alors, bon, ils auraient pu mettre quand même autre chose que du noir et blanc, là ça le fait pas. Alors je déteste ce genre de truc, c'était déjà dans les précédentes publications, à partir de 99, ils vont vous mettre des légendes à la con, là c'est lunettes d'aviateur obtenues lors d'un voyage, super, le gel de Vendor s'accroche à la fourrure, encore mieux, on s'en branle franchement, mais c'est une belle photo, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, là, voilà, ça c'est le genre de choses qu'il me faut. Parce que dans le film, on risquait pas de voir grand chose. Ça c'est le genre de détails qui m'intéresse. Alors pour l'avoir un peu feuilleté, ce qui est fou, c'est le nombre de détails qu'il donne sur des personnages qu'on voit à peine, voire qu'on voit pas du tout. C'est limite trop complet. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est les photos. Mais voilà, si vous avez vu ces bestioles-là sur les étals de Corellia, vous me prévenez parce que moi, j'ai strictement rien vu. Par contre, ça, voilà, ça c'est intéressant parce qu'on les voit à peine. En plus, les patrouilleurs urbains, comme ils les appellent ici en français, sur la maquette de Revell, il est tout blanc. Absolument tout blanc, donc là pouvoir mettre le noir là où il faut, ça va le faire. Ici on voit aussi que c'est ouvert ici, ça je ne savais pas. Alors évidemment sur la maquette j'aurais du mal à modifier ça, mais il y a quand même de sacrés détails possibles à reprendre, et ça c'est cool. Alors si quelqu'un veut se faire un cosplay de Han Solo, là je pense que c'est parfait. Mais là voilà, ça c'est ce qu'il me fallait, ce genre de détails, parce que voilà, ça c'est pas du tout comme ça sur la maquette. Il y a des petits détails manquants, ici on voit bien que c'est vide, c'est juste des grilles. On voit la couleur des sièges, voilà, et surtout les moteurs qui sont rouges et non pas bleus. Donc c'est très intéressant pour moi d'avoir tout ça pour les maquettes. Mais il y a plein de détails. Là par exemple Moloch, avec et sans masque, le speeder qu'il utilise, les souillards, donc les enfants utilisés par je ne sais qui là, comme Han Solo ou Kira quand ils sont jeunes sur Corellia, donc une bande de voleurs. Je vous dis, à la limite il y a beaucoup trop de détails. Ici par exemple une nénette qui part avec une mallette de voyage, Baila Naodo est une des citoyennes mécontentes cherchant à quitter Corellia. Elle est peut-être quelque part par là, on n'en sait rien, on s'en fout. Bref, donc cela dit, c'est riche encore une fois en détails, en costumes, voilà, là on a quand même des personnes qui sont là pour vérifier qui c'est qui s'en va de la planète, on dirait des costumes nazis de la jeunesse hitlérienne. Le garde des tranchées, ça c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, ça, ces personnages-là, on les voit pas. Ils ont été faits, mais on les voit pas dans le film. On les voit pas. Ça m'intéresse énormément. Artillerie impériale, en fait, le Scoutwalker est beaucoup plus petit que je ne pensais. Il a des pattes qui ressemblent au AT-AT plutôt que au Scoutwalker. Et il a juste une espèce de plaque blindée avec des armes ici. Derrière, apparemment, il n'y a rien. Ce TIE Fighter, je le trouve absolument excellent. Avec ces canons laser ici. Voilà, ça c'est un très beau travail de design. Là on a les autres membres de l'armée impériale qui là encore font quand même très nazi. Encore une fois la TST on va dire. Là sur la planète où il se retrouve Han Solo, on voyait à peine les choses, là il y a tous les détails qu'il faut. Voilà, les Mimbanais, moi je me rappelle pas les avoir vus dans le film, hein. Là donc même ce costume là je le trouve génial, ça rappelle à la fois le Stormtrooper et ça fait soldat quand même extrêmement comment dirais-je, réaliste. Moi je trouve ces costumes vraiment excellents, là avec le fusil blaster Blastech E10 qui rappelle l'arme classique des Stormtroopers mais différent, je dirais même un peu plus gros. Voilà, là les pirates que va rejoindre Han Solo. Ce vaisseau là il est magnifique et en plus en scratch il serait facile à faire, il est quasiment carré de partout, quelques cartes plastiques et un peu de bonne volonté, limite des morceaux de grappe et hop c'est parti. Le costume de Chewie,
Là, quand ils sont sur la planète où ils essayent de faire un gros casse, là. Climat froid, ces personnages-là, je me rappelle pas les avoir vus. Là, ces détails pour ces armes-là, c'est excellent. Là, pareil, même si ça ressemble à rien. Là, pareil. Le convoyeur, bon, on se demandera pourquoi dans un monde comme dans Star Wars, ils se font chier à mettre des trucs sur un convoyeur sur des rails, alors qu'ils peuvent voler, aller en orbite et aller extrêmement vite d'un côté à l'autre d'une planète. On s'en fout. Mais là, pareil, tous les détails qu'il faut, et ça rappelle vaguement, effectivement, l'univers Star Wars. Ça peut rappeler le X-Wing, ça peut rappeler une tête de AT-AT. Le travail de design là-dedans est génial. Les Snowtroopers, là, les Range Troopers, avec leurs pieds magnétisés, là, c'est... Ouais, là encore, ça fait réaliste et beau. Et ça rappelle des casques de Rogue One. C'est bien trouvé. Voilà, ça c'est mon petit ticket. 14,60 €. Donc le swoop dont je parlais tout à l'heure. Ici, des détails du costume. Hop. Là... Ça, c'est avec l'espèce de casino, là, qui est quand même nettement plus réussi que dans l'épisode 8. Je dis ça, je dis rien. Là, tous les personnages qu'on voit à droite à gauche, enfin, qu'on voit quand c'est correctement éclairé, ça ne l'est pas. Là, ici, donc, ça, c'est supposé être un gladiateur, mais c'est un power droid, en fait. Mais pourquoi pas, ça je pourrais le faire, ça. Ça, je peux le faire à l'identique de ce que j'ai fait déjà en Scratch. En tout cas, inspiré par ce truc-là. Pourquoi pas. Lando, il a une arme. On est bien content de la prendre. Si on veut faire L3 37, qui est en fait une espèce de droïde humanoïde, mais qui reprend des tas de détails des astromechs et de R2D2, que ce soit le domicile et les détails là, même sur les bras, là, ça rappelle les jambes de R2D2, c'est juste génial. Et donc enfin, le faucon, avec les détails qui vont bien. L'intérieur du faucon ici, bah, c'est super, ouais, on a une double page. Et voilà, c'est-à-dire que le bouquin, en fait, tenait là-dessus, c'est-à-dire que c'est écrit en gros sur la couverture, c'est une double page. Bon. Ensuite, sur Kessel, énormément de détails aussi. Ce qui est utilisé sur place. Les esclaves. Les droïdes, alors là, les droïdes, là, je suis, mais ça, avec des verrines, je peux vous faire des trucs de fou. Et là, il y a quantité de choses vraiment très sympathiques que j'ai hâte de pouvoir éventuellement en scratcher. Là, vous en avez quand même pas mal qui reprennent peu ou prou la forme du droïde protocolaire qui est 6PO, mais vous en avez d'autres qui ressemblent, entre guillemets, à pas grand-chose. Ici, par exemple, un plateau de transport, un droïde messager, donc qui pourrait ressembler au mouse droid de l'étoile noire. Ici, des astromécanos qui m'ont l'air quand même très anciens et qui m'ont l'air bien sympathiques, avec des chenilles. Là, pareil. Ici, là, qui pourrait ressembler au Power Droid. Là, vous avez un Power Droid avec des mains et un plateau. Ici, encore, voilà, des formes assez particulières. Un astromech tout à fait classique. Là, il ressemble à rien, mais pourquoi pas. Et ça, pareil, ça... j'ai quantité de pièces que j'ai dans l'idée d'utiliser pour ressembler au FX7. Ça, c'est pas un FX7. FX7 a beaucoup plus de bras et a une forme très différente. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et là, cette double page, je suis désolé, mais elle est beaucoup plus intéressante que la coupe du faucon. La carte de la galaxie, on s'en tape. Savarène. Que de détails quand même dans les costumes. Il y a très très beau travail dans ce film, mais on voit rien. On voit rien, c'est chiant. Donc là, photo de Ron Howard, ça aurait été bien quand même qui montre un petit peu à quoi ressemblaient les deux autres réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller, mais au moins il les cite, c'est déjà pas mal. Quelques modifications spéciales pour le YT 1300. Là on voit des trucs qui auraient pu ressembler au faucon modifié ici, mais là avec pas mal d'autres croquis. C'est marrant parce que j'avais eu des idées non pas identiques, mais qui n'en étaient pas loin.
pour faire des versions différentes du Faucon. Donc, expansion de la galaxie si on veut, en fait c'est vraiment... voilà, ce vaisseau-là, il est superbe aussi, c'est dommage qu'il n'y ait de photos que là. Parce que moi je le trouve absolument magnifique et là il y aurait des trucs à scratcher aussi, hein, très clairement. Je pense que l'ami Laurent Périni, coucou Laurent, serait capable de faire un truc comme ça. Voilà, donc sympa, incomplet et sympa. Et sincèrement, pour 14 €, je suis très content de l'avoir pris, puisque je suis désolé, mais moi, trouver des images en mauvaise résolution sur le net, ou même de bonne résolution, hein, ça reste une image sur écran. Ça vaut pas du dur, ça vaut pas du papier, ça vaut pas un document que j'ai sous les yeux, et pas en regardant un écran. Voilà, donc bah écoutez, c'était le guide visuel de Solo au Star Wars Story. J'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. J'espère que vous le trouverez à un prix aussi intéressant que moi. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est 2023 aujourd'hui, donc c'est juste formidable. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans, et je vous retrouve donc très bientôt la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau livre.